Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de France 3, toute région, pour cette soirée spéciale consacrée aux élections départementales au second tour. Nous sommes ensemble jusqu'à 23 h, au programme des réactions, des résultats bien évidemment, des projections, des analyses avec Olivier Hill, notre politologue. Bonsoir Olivier. Bonsoir Isabelle. Nous retrouverons aussi Vanessa Fies sur les réseaux sociaux et Grégoire Bouscambert pour les tout premiers résultats dans les cantons les plus disputés de France. Et sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, vous le verrez, le ton est monté entre les militants du Front National et leurs opposants. Il y a aussi eu des dessins humoristiques, des anecdotes, des campagnes originales, des réflexions insolites. Nous suivrons tout cela au fil de la soirée. Oui, vous l'avez dit Isabelle, ce soir encore, nous sommes entièrement mobilisés pour vous faire vivre ces élections départementales en temps réel. Je vous communiquerai les résultats au fur et à mesure de leur officialisation et nous verrons ainsi si les tendances qui se sont dégagées la semaine dernière à l'issue du premier tour se confirment ce soir. Priorité aux résultats, mais également aux réactions. Nous donnerons la parole aux personnalités politiques de tous bords. Merci à vous Grégoire et Vanessa. Nous serons également en direct de Paris ce soir avec Mariette Sinaud, directrice de recherche au CEVIPOF, le centre d'études de la vie politique de Sciences Po. Nous parlerons avec elle de la parité et du comportement des femmes aujourd'hui face au vote. Allez, le premier chiffre de la soirée à présent, l'abstention 49,8% selon notre institut Ipsos. Olivier, une première observation sur cette abstention? Alors il faut le dire, c'est carrément un mauvais chiffre. Certes, ce n'est pas le chiffre de 2011, on sera légèrement au-dessus, mais c'est une déception. Après tout, c'était un scrutin qui devait remobiliser l'électorat, c'est un scrutin qui avait été voulu national, on le sait, c'est un renouvellement intégral des conseils départementaux, un scrutin qui devait être féminisé, la parité le permettait, et enfin un scrutin qui devait mieux représenter les populations, parce que précisément les cantons avaient été retracés. Et patatras, voilà qu'à peine un électeur sur deux se mobilise, on peut le dire, c'est une déception. On voit François Hollande voter à Tulle cet après-midi, Manuel Valls à Évry dans l'Essonne. C'est une claque pour le gouvernement, cette abstention? Oui, car c'est un vote sanction. C'est aussi une façon, ne pas aller dans les bureaux de vote, de dire que l'on se défie de la classe politique, que l'on n'est pas content de la façon dont les politiques publiques sont conduites. On le sait, le débat sur le chômage a frisé la caricature. On le sait aussi, la logique de construction de nouveaux logements en France est enrayée. Bref, toute une série de désaveux s'expriment dans les urnes, et en l'occurrence par le fait que les électeurs ne se déplacent pas, ou peu. On aura l'occasion de revenir sur cette abstention et de montrer le désintérêt localement, canton par canton, des électeurs. Je voudrais maintenant vous offrir une nouvelle estimation, celle du nombre de départements remportés par les partis. Et là, Olivier va pouvoir nous éclairer un peu plus. Pour la droite, 64 à 70, pour la gauche, 30 à 37 et pour le FN, 0 à 1. Alors, tout dépend évidemment, pour apprécier de tels chiffres, de l'étalon de mesure que l'on utilise. La situation la plus dramatique, celle qui aurait constitué un véritable cauchemar pour le Parti socialiste, aurait été évidemment de ne revenir qu'avec une vingtaine de départements. C'était ce qui s'était passé en 1992. On n'en est pas là, reste que la défaite est sévère, elle est lourde. Voilà à peu près une trentaine de départements, on verra, tout va s'affiner tout au long de la soirée, mais une trentaine de départements qui semblent déjà faire défaut au soir du deuxième tour. C'est beaucoup pour un scrutin dont on attendait tout de même une sorte de remobilisation électorale. Bon, la droite, c'est une victoire, mais ce n'est pas une victoire éclatante, on est d'accord? Tout à fait. Rappelons qu'au premier tour, déjà, la droite n'avait progressé que de 6 points par rapport à 2011, d'un seul point par rapport à 2004. Donc c'est une progression limitée de la droite, mais qui, par le fait du mode de scrutin, va lui permettre tout de même d'avoir une victoire sur le plan territorial tout à fait confortable. Alors regardez, une dernière information pour nos téléspectateurs pour que nous soyons très complets ce soir, la carte des départementales de l'année 2011. D'ailleurs, il s'agissait de cantonales. On voit le rapport de force qui va s'inverser sans doute ce soir. Oui, et d'ailleurs, regardez bien cette carte, elle va disparaître dès ce soir et en tout cas assurément le 2 avril lorsque les présidences des conseils généraux, maintenant départementaux, seront désignées. On va avoir une véritable inversion, c'est-à-dire que les 2/3 du territoire national vont être de couleur bleue, aux couleurs donc de la droite gouvernementale. Un tiers sera aux couleurs roses du Parti socialiste et de ses alliés, et puis peut-être deux, mais enfin plutôt une structure départementale sera acquise par le Front National. Donc c'est un changement assez significatif. Alors tout de suite, je vous propose d'écouter la réaction du Premier ministre Manuel Valls que nous venons de recueillir. Il s'exprime sur la nécessité de s'investir encore plus dans le privé, dans le public. Les scores très élevés, beaucoup trop élevés, de l'extrême droite restent plus que jamais
un défi pour Jean-Michel, tous les il faut que tu sois républicains. Et c'est la marque d'un bouleversement durable de notre paysage politique dont chacun devra tirer les leçons. Je continuerai, pour ma part, à dénoncer avec la plus grande force les solutions dangereuses que l'extrême droite propose pour notre pays. Dans les prochains jours, seront décidées de nouvelles mesures en faveur de l'investissement privé et de l'investissement public. Une réaction, Olivier ? Oui, on le sait, le Premier ministre s'est beaucoup engagé dans cette campagne. On lui en a d'ailleurs fait reproche. Il peut ce soir, même si c'est modeste, toucher les fruits au fond de ses efforts. Car en effet, la stratégie qui a consisté à désigner un ennemi pour les électeurs de gauche, en l'occurrence le Front National, semble, c'était clair au premier tour, ça semble s'esquisser pour le second, avoir donné des raisons d'aller dans les bureaux de vote à un électorat qui était plutôt sur la posture de la protestation ou de la déception. Tout de suite, nous rejoignons Vanessa Fils sur les réseaux sociaux. Vanessa. Je vous propose pour commencer une petite information insolite. La voici, un candidat du Front National qui a décidé de ne dévoiler son programme qu'après le second tour, s'il est élu. S'il n'est pas élu à ce moment-là, ça lui a économisé un petit peu de travail de campagne. Une info plus sérieuse et inattendue, dans le Vaucluse ce week-end, la présidente de l'UDI, le parti centriste, a décidé de démissionner de son parti et d'offrir ses services au Front National. Elle le confie à Mediapart dans une interview. Il y a eu aussi les Fébènes qui ont manifesté à Hénin-Beaumont lors du vote de Marine Le Pen. Une intervention qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, en bien et en mal, et qui n'a pas plu évidemment aux militants du Front National. Quelqu'un propose de les envoyer directement en Ukraine. Dans le même état d'esprit, un tweet de Jean Roucas, militant depuis longtemps du Front National, a fait scandale sur les réseaux sociaux. Le voici, il compare quasiment François Hollande à Hitler. Ça a fait tellement de bruit qu'il s'est senti obligé de s'excuser, ou plutôt de rectifier son propos. Voici ce qu'il a dit par la suite. Je ne voulais pas comparer Hollande à Hitler, je voulais juste attirer l'attention sur le côté facho des agressions subies par le FN. Voilà quelques informations déjà sur les réseaux sociaux. Merci Vanessa. Olivier, une réaction sur ce ralliement de la présidente de la fédération UDI du Vaucluse, Corinne Payoki, qui a rallié le FN dans l'entre-deux tours. C'est quand même des choses qui se produisent de plus en plus, la porosité entre la droite républicaine et le Front National. Tout à fait, ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier ralliement auquel on assiste. Il faut savoir que dans ce département, la droite centriste, depuis le départ de Marie-Josée Rouag, la maire d'Avignon, qui avait été pendant près d'une vingtaine d'années au fond le leader dans ce département de cette droite centriste, eh bien depuis son départ, ce parti a beaucoup de mal, et le premier tour des élections départementales avait là aussi sanctionné très durement des leaders de cette formation. Du même coup, au fond, l'opportunisme, tout simplement, décide, certaines en l'occurrence, à prendre un autre bateau. Je vous propose d'écouter maintenant le président de l'UMP, Nicolas Sarkozy, qui parle de triomphe de la droite. Jamais, sous la Ve République, notre famille politique n'avait gagné autant de départements. Cette victoire est d'abord le résultat de la campagne menée depuis des mois par tous nos candidats. Je veux les remercier pour leur énergie et pour leur détermination. Mais ce résultat, mes chers compatriotes, dépasse de très loin les considérations locales. À travers leur vote, les Français ont massivement rejeté la politique de François Hollande et de son gouvernement. Le désaveu à l'égard du pouvoir est absolument sans appel. Alors on pressentait ça, Olivier, lors du premier tour déjà. Après Manuel Valls, là, cette fois, c'est Nicolas Sarkozy à droite qui récolte les fruits de cette victoire. Et du coup, il en sort renforcé, bien évidemment. Oui, en prenant la parole si tôt dans la soirée électorale, il indique très clairement qu'il souhaite à nouveau se poser comme le chef incontesté de sa formation politique. On sait que les débats avaient été parfois assez houleux avec d'anciens premiers ministres de l'UMP. On sait aussi que par là, il essaye, et il est en train d'y réussir, d'affirmer le leadership de sa formation avec ses alliés dans l'opposition au gouvernement de M. Valls. Et de ce double point de vue, il était important qu'il prenne la parole. Le Front National, on le sait, s'appuie sur des prises de guerre lors des municipales 2014 pour se propager dans les territoires. On va dans l'Aisne et dans la Somme et dans l'Oise. Vous savez, la Picardie, c'est une des terres de prédilection de Marine Le Pen. Je vous propose de retrouver Zora Hamdam en direct d'Amiens.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. La Picardie est très observée ce soir, en particulier le département de l'Aisne, car le parti de Marine Le Pen y a réalisé ses meilleurs scores il y a de cela une semaine, avec près de 39% des suffrages au premier tour et a déjà remporté le canton de Vic-sur-Aisne. Le département pourrait même basculer à l'extrême droite ce dimanche, mais ce sera très serré. Cela va dépendre du report des voix et du vote républicain. Dans l'Oise, la gauche a pour ainsi dire déjà perdu le département. L'enjeu est de savoir si la droite, qui part unie, obtiendra la majorité absolue. Dans l'Oise aussi, le Front National pourrait surprendre. Enfin, dans la Somme, le Conseil général actuellement dirigé à gauche devrait, sauf surprise, basculer à l'issue de ce second tour. Le parti d'extrême droite, s'il s'est enraciné dans le département, il reste à savoir s'il va décrocher des cantons et si oui, combien ? Alors l'Aisne sera-t-il le département décroché par le Front National ce soir? Il y a le Vaucluse aussi, on parle de ces deux départements clés pour Marine Le Pen et le Rassemblement Bleu Marine. L'Aisne, il y a une histoire cocasse à propos de son président de conseil général qui s'est désisté. Il s'appelle Yves Daudigny, il est socialiste, il était président du département depuis plusieurs années déjà. Il s'est désisté au profit de l'UMP et de l'UDI et il s'est retrouvé face à qui ? Il s'est retrouvé face au fond à toute une équipe qui a très nettement engagé la bataille et pour lui c'est au fond la fin d'un cycle, la fin d'une génération aussi. Il s'était retrouvé face au FN, rappelez-vous. Face au FN, bien et face entendu. à l'une de ses anciennes et l'une femmes de ses ménage. employées d'entretien de la mairie même, Madame Marie-Jeanne Parfait, qui qui était dans un binôme FN qui avait été au fond lancé dans la politique à cette occasion et c'est pour lui une défaite qui est pleine au fond de symboles car c'est au fond pratiquement classe contre classe, ou place contre place. Et c'est quelque chose de très important parce qu'au fond, c'est une génération nouvelle qui arrive au pouvoir avec la figure de Pierre-Jean Verzelen, un jeune leader de l'UMP de 30 ans qui est en train de bousculer les états-majors, les calculs et au fond de transformer la politique locale. Oui, alors le Front National perce dans la Somme, dans l'Oise également, et notamment avec une prise de guerre à l'UMP cette fois-ci. Sébastien Chenu, qui était candidat à Beauvais, on verra tout à l'heure sans doute le résultat de cette élection. Je vous propose maintenant de retrouver Grégoire en direct avec des résultats. Grégoire. Oui Isabelle, les résultats commencent à arriver canton par canton, ce qui nous permettra au fur et à mesure de la soirée d'avoir une projection des futures assemblées départementales. Pour le moment, nous partons dans les Pyrénées-Atlantiques. Sur place, la droite unie, Modem compris, apparaissait bien placée pour reconquérir ce département dirigé par le centre droit de la Libération jusqu'en 2011. La semaine dernière, le Bonnem a mis en ballottage le PS sur plusieurs cantons. Et sur ce canton-là bien précis, bien vous le voyez, ce sont les candidats de droite qui ont été élus. Les candidats socialistes et partis radical de gauche ont été battus. Autre résultat qui arrive à l'instant, je vous le communique, en Bretagne, nous partons dans le Finistère. Dans ce bastion socialiste, droite et gauche étaient au coude à coude, bien que cette dernière bénéficiait d'une réserve de voix plus importante sur le papier. Les voix des électeurs du Front National encore en lice dans un seul des 27 cantons pouvaient faire pencher la balance. Sur ce canton-là, encore bien précis, bien vous allez le voir, les résultats vont s'afficher sur l'écran. Vous allez voir que ce sont bien les régionaux qui sont arrivés en tête devant les candidats de droite. Ils ont été élus avec plus de 66% des suffrages. Merci beaucoup Grégoire. Je vous propose maintenant de retrouver Hélène Tonnelier qui est à Hénin-Beaumont pour un rapide aperçu de la situation politique à Hénin-Beaumont dans les cantons environnants. Oui, apparemment, ça se confirme. Notre équipe sur place nous a annoncé que Hénin-Beaumont 1 était remporté par le Front National. Alors, je n'ai pas encore les chiffres officiels, mais voilà. Pour Hénin-Beaumont 2, par contre, le FN serait en passe de l'emporter, puisqu'on se souvient que la semaine dernière, ils avaient déjà 49,48% des suffrages. Et ici, bien sûr, au QG du FN, on regarde ce qui se passe tout autour dans le bassin minier. Et par exemple, il y avait deux duels FN-PC. Et à Arnes, il semblerait également que le FN l'ait remporté face au PC. Par contre, les scores sont très tendus dans d'autres communes, comme à Carvin, dans le canton de Carvin, où là, c'est le PS qui l'a emporté, a priori, avec 200 voix d'avance. Olivier, une première réaction ? Oui, on sait que dans ce département, la gauche avait été littéralement explosée au premier tour. Elle avait été dégagée de pratiquement une trentaine de cantons sur les 41 que comporte le département. Et l'on voit là que la stratégie d'implantation municipale porte ses fruits, c'est-à-dire que petit à petit, comme à Béziers, comme à Fréjus, comme dans toute une série de villes qui ont été conquises en 2014, eh bien, le Front National réussit son travail de notabilisation. Il est désormais là pour longtemps.
D'ailleurs, Steve Briouat, qui a été élu maire d'Hénin-Beaumont en 2014, se débrouille, lui, pour gérer sa ville d'une façon discrète, en appliquant certains préceptes du Front National, mais en restant du moins discret, sans faire de vagues par rapport à 2017 pour préserver Marine Le Pen, sans doute. Voilà, c'est le grand enseignement des années 90. Le Front National a appris à être prudent dans l'application de son idéologie. Oui, on verra d'ailleurs les différences entre Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen dans la gestion du parti. Je vous propose maintenant de nous rendre dans les cantons environnants d'Hénin-Beaumont, où le vote FN a rejailli sur les campagnes. Le reportage de nos confrères de France 3 Lille. Armés de leur tout nouveau tract, le binôme Front National du canton Hénin-Beaumont 2, Aurélia Beigneux et Christopher Xurek, tous deux adjoints municipaux, sillonnent les quartiers pour mobiliser pour le second tour. Avec 49,48% des voix dimanche, ils espèrent aller chercher les quelques voix qui leur manquent. L'effet Hénin-Beaumont joue sans fin. Les gens veulent essayer un petit peu la gestion héninoise. Ils veulent voir ce que ça fait, parce qu'ils voient très bien qu'Hénin, ça rebouge, que les impôts baissent, que la sécurité commence à très sensiblement, pour l'instant, à s'améliorer. Donc voilà, c'est le genre de choses qu'ils veulent tester dans leur ville. Dans le bassin minier, les chiffres sont éloquents. Sur l'autre canton de Hénin, le FN est à 46%. Désertification, chômage de masse, manque de perspective. Ici, les électeurs sont passés du très à gauche au très à droite et ils cherchent de l'espoir par tous les moyens. Le laboratoire Hénin-Beaumont essaime ainsi autour de lui. Quand vous avez sur une ville comme Hénin-Beaumont, au premier tour d'une élection départementale, un score de 60% dans cette ville, ça veut dire que les habitants adhèrent à ce que nous faisons. D'ailleurs, aucun maire ou aucun candidat ne réalise un tel plébiscite dans sa commune. Un modèle Hénin-Beaumont qui pourrait donner plusieurs conseillers départementaux dans le Pas-de-Calais au parti de Marine Le Pen. Voilà un modèle Hénin-Beaumont, le département du Nord perdu pour la gauche. Oui, c'est un résultat qui est symptomatique. C'était un des bastions du Parti socialiste. Il présidait ce département depuis 17 ans. C'est celui aussi qu'emblématise Martine Aubry. C'est celui du ministre de la Jeunesse et des Sports, Patrick Kanner, qui avait été remplacé par Didier Magnier. Bref, une série de personnalités fortes du Parti socialiste, là, ce soir, découvrent que le département est parti entre les mains de leurs adversaires. Et derrière, c'est quelque chose qui interroge, parce qu'au fond, quand on regarde bien, qu'est-ce qui explique cette défaite? C'est d'abord la division à gauche, c'est d'abord la critique de la politique conduite par le gouvernement, c'est aussi la gestion qui a été faite du département depuis quelques années. Bref, tout un cocktail qui aujourd'hui s'avère explosif. Mais alors, le département de Martine Aubry pourrait tomber et du coup, c'est toute une politique sociale qui n'a pas été appréciée. Qu'est-ce qui a fait que cette sanction est aujourd'hui si vive et ce vote sanction est aujourd'hui si important vis-à-vis du département du Nord? Parce que quand même, le département du Nord, c'est le 3e employeur de toute la région. Hein. Il y a d'abord Auchan, il y a la Poste et il y a le département du Nord, 11 500 salariés. Oui. Et un budget qui dépasse les 2,5 milliards d'euros. Donc c'est quelque chose de très important. Et pour le Parti socialiste dans son ensemble, c'est une perte, bien sûr politique, majeure. C'est une perte qui, évidemment, l'éloigne encore un peu plus des catégories populaires. On le sait qu'elles étaient très nombreuses dans ce département. Mais c'est aussi une perte financière, car après tout, c'est aussi la possibilité pour lui de placer toute une série de cadres, de pouvoir également être présent dans toute une série d'investissements publics. Et tout cela est en train, comme un château de cartes, de tomber. Tout de suite, Grégoire, de nouveaux résultats et des réactions ? Oui Isabelle, des résultats, et vous allez le voir, des résultats parfois surprenants. La preuve, en Lozère, un département tenu depuis 1945 par la droite, eh bien ce soir il bascule à gauche, c'est officiel, la préfecture vient de l'annoncer. C'est certainement d'ailleurs dans ces élections le seul département qui ira comme ça de la droite à la gauche. Ce cas de figure sera certainement assez rare, vous le voyez donc, la couleur du nouveau conseil départemental de la Lozère est le rose, puisque donc la gauche l'emporte ce soir. Un résultat également en Rhône-Alpes, nous allons en Isère, ici la droite et le centre avaient de grandes chances de conquérir l'Isère du secrétaire d'État à la réforme territoriale, le socialiste André Valigny, face à une gauche désunie et déjà éliminée d'un tiers des cantons. 11 cantons sur 29 voyaient s'affronter la droite et le Front National. Dans son canton, André Valigny a donc été élu avec 64% des voix, mais il s'agit bien de cantons et en aucun cas d'assemblée départementale, comme c'était le cas juste avant avec la Lozère.
Merci Grégoire. Tout de suite, un département qui vous est cher, l'Isère. Olivier, avec un commentaire sur André Valigny. Oui, c'est un département qui sera scruté de près, car on le sait, c'est celui du secrétaire d'État à la réforme territoriale. Donc l'enjeu, le symbole est là évidemment très puissant. C'est un département qui, depuis 2001, était aux mains du Parti socialiste et qui est pronostiqué comme tombant dans l'escarcelle de l'UMP-UDI Modem. C'est un département notamment qui a été secoué par des affaires scolaires très, très sombres, très glauques dans le nord du département. C'est aussi, on le sait, le lieu même d'une forme de renouvellement de la gauche dans les cantons, les 4 cantons de Grenoble. Donc tout cela sera observé de très près. Un département qui pourrait basculer à droite. C'est très certainement ce qui va se passer, car au soir du premier tour, l'avance de l'UMP-UDI était très grande. Je vous propose d'écouter maintenant un de nos correspondants de France 3, Bertrand Lambert, qui nous fait une analyse de la situation sur place. Il y a un vrai suspense ici, on se demande si l'Essonne va être emportée également par cette vague bleue annoncée un peu partout dans le pays. Alors évidemment, vous l'avez dit, pas de chiffres, pour le moment c'est trop tôt, les bureaux de vote ont fermé seulement à 20h ici, mais peut-être une première tendance, pour avoir discuté avec l'entourage de Jérôme Guedj, le président sortant. On nous dit que le président sortant n'a pas vraiment le moral ce soir, il ne serait pas en grande forme, comprenez, il n'y croirait plus vraiment, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de sursaut de mobilisation dans les cantons à enjeu, très important ce soir. Vous voyez, la gauche n'y croit plus vraiment, mais de toute façon, on sera très vite fixé puisque tout va se jouer dans les 6 cantons les plus indécis de la semaine dernière. Par exemple, Brétigny, Arpajon ou encore Athis-Mons, là où gauche et droite étaient au coude à coude. Et pour espérer conserver le département, la gauche doit absolument faire un carton plein dans ces 6 cantons et notamment, par exemple, l'emporter à Draveil, là où se présente Georges Tron, le chef de file de l'UMP, qui serait une prise de choix, évidemment, pour Jérôme Guedj, même si la gauche venait à perdre le département. Si Georges Tron venait à chuter à Draveil, ce qui n'est pas impossible ce soir, la gauche pourrait parler ici de défaite honorable. Voilà, merci à vous Bertrand Lambert. Vous étiez en direct d'Evry et je rappelle bien sûr que l'Essonne, le département du Premier ministre Manuel Valls, pourrait aussi basculer à droite ce soir. Vanessa Fils, sur les réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus de vidéos, des vidéos dont les hommes politiques essaient de se servir plus ou moins habilement. Il y a par exemple les Vines. Les Vines, ce sont des vidéos très courtes. Alors je vous propose d'abord de regarder celle de Nicolas Sarkozy postée entre les 2 tours. Voilà une vidéo plutôt classique, ambiance campagne, mais il y a des vidéos plus surprenantes. Je vous propose celle de Bruno Le Maire sur la route des départementales. Autre sorte de vidéo, ça s'appelle un dub match. C'est un dub match, c'est un karaoké. On se filme en train de faire ce karaoké et il y a un candidat socialiste qui a essayé de faire un dub match pour dire non au Front National. Voilà ce que ça donne. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Voilà, c'était une tentative de dub mash. Je vous propose aussi une dernière image, cette fois-ci. Grégoire Bouscambert vous disait, la Lozère est tombée à gauche. Et ben, ce dessin était prémonitoire entre les 2 tours. Ça dit, c'est qui les moutons? Le FN partout, en tout cas entre les 2 tours, sauf en Lozère. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Merci Vanessa. On retrouve tout de suite en direct de Paris notre invitée ce soir, Mariette Sinaud, docteur en sciences politiques et directrice de recherche au CEVIPOF. Bonsoir Mariette Sinaud. Oui, bonsoir. Vos domaines de prédilection, ce sont les votes des femmes. Ce mode de scrutin paritaire est une révolution en France ?
Écoutez, oui, là en l'occurrence, on peut parler de petite révolution puisque c'est la première fois qu'une loi impose la parité des élus. Hein. Il y avait des lois antérieures qui imposaient dans le meilleur des cas la parité des candidatures, tandis que voter pour un homme et une femme, c'est vraiment inédit. Et évidemment, le résultat sera également inédit. On va voir une assemblée qui était, je dirais, le summum de la domination masculine, hein, avec 86% d'hommes élus, devenir tout d'un coup une assemblée féminisée à 50%. Par conséquent, c'est vraiment une féminisation à marche forcée. Est-ce que vous pensez que les femmes ont donc plus voté suite à la nouveauté de ce mode de scrutin ? Eh bien, écoutez, non, curieusement, j'ai regardé un sondage, un sondage premier tour, bien sûr, et au contraire, il y avait un différentiel très important du côté des femmes, du côté de l'abstention. Il y avait plus 15 points sur l'abstention côté électorat féminin. Donc, on peut en déduire que cette nouveauté d'une offre politique beaucoup plus féminisée, n'a pas mobilisé les électrices. Quelles peuvent être les conséquences concrètes ? Alors visibles, on sait, on va avoir des hémicycles maintenant mixtes, mais quelles vont être les autres conséquences de l'élection de femmes dans ces binômes dans la vie politique ? Écoutez, il va y avoir vraiment des changements qui vont transformer le paysage politique, hein, parce que, premièrement, les conseils départementaux vont comprendre 2000 femmes, soit la moitié. Il y a aussi les exécutifs qui seront féminisés, puisque les vice-présidents doivent être également élus à raison de 50-50. C'est seulement le troisième tour, l'élection des présidents de conseils départementaux, où là, la domination masculine risque de l'emporter toujours. Néanmoins, il y a des facteurs qui laissent présager quand même qu'il pourrait y avoir plus de femmes élues à la tête des exécutifs départementaux que précédemment. Je rappelle qu'il n'y avait que 5 femmes sur 101 qui présidaient des conseils départementaux. Et un de ces facteurs est le fait qu'il y a moins de sortants qui se représentent, et il y aura moins également de sortants réélus. Par conséquent, ça fait un appel d'air en direction des femmes. Et en outre, il faut souligner le fait que, comme les présidents sont élus au scrutin majoritaire par la majorité des membres des conseils départementaux, il n'est pas exclu qu'une assemblée plus féminisée penche davantage en faveur des candidats femmes. Alors, Mariette Sinaud, je vous propose maintenant de regarder ce reportage qui a été tourné par nos confrères de France 3 Poitou-Charentes, qui nous montre à quel point cette parité en politique n'est vraiment pas évidente et elle n'a pas d'effet immédiat magique. Alors, on n'a pas de reportage, mais on a des résultats. En revanche, tout de suite avec vous, Grégoire. Oui Isabelle, priorité donc aux résultats. Je vous propose de partir en Picardie. Les résultats donc arrivent, mais il s'agit là encore de canton par canton et non d'assemblée départementale. Donc nous partons dans l'Oise. À l'échelle départementale, le parti de Marine Le Pen a viré en tête la semaine dernière devant la droite unie et l'union de la gauche. Le parti de Marine Le Pen devrait néanmoins être battu presque partout au second tour, car avec la droite et le concours attendu des voix de gauche. Et vous le voyez dans ce canton-là, celui de Noyon dans l'Oise, ce sont donc les candidats du Front National qui ont été élus. Ils ont battu les candidats de gauche. Il faudra donc suivre la couleur de la prochaine assemblée départementale dans ce département. Autre résultat, en Languedoc-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales. Ici, le FN avait là encore signé un carton la semaine dernière avec plus de 31% des suffrages. Le Front National s'était imposé comme le premier parti dans ce département, l'un des plus pauvres de France, où il a fait vaciller une plate forte de la gauche. Le parti de Marine Le Pen restait présent dans 16 des 17 cantons. À noter d'ailleurs la présence de Ségolène Neuville, la secrétaire d'État aux personnes handicapées et à la lutte contre l'exclusion, qui était candidate dans les Pyrénées-Orientales. Et dans le canton du Canigou, ce sont des candidats socialistes qui ont été élus avec 51% des voix. Ils ont battu les candidats UMP et les candidats du Front National. Le reportage est prêt de nos confrères de Poitou-Charentes. C'est un tweet en forme de cri qui a surgi lors de la soirée électorale. Où sont les femmes ? Son auteur, Véronique Massonneau, la députée de la Vienne, n'a pas pu se retenir. C'était plus fort que moi. Je ne voyais que des hommes apparaître pour commenter la soirée.
Et je me suis dit, mais où sont les femmes? Puisque nous avons maintenant la chance d'avoir un scrutin paritaire. Et je me suis dit que les femmes aussi, sans doute, n'avaient pas eu l'audace de prendre la parole. Et je trouve ça dommage. Effectivement, lors des 3 décrochages régionaux, sur notre antenne, sur la vingtaine d'invités politiques, seulement 2 étaient des femmes. Sur Niort, puisque c'est... Lors des reportages sur le terrain, là aussi, les colistières font très souvent de la figuration. La presse locale n'est pas en reste. Les grands titres font état la plupart du temps du score de l'homme du binôme. La femme apparaît entre parenthèses. Même lors du dépouillement, est-ce une question pratique? Seul le nom masculin est annoncé. Cyril Gibert. La parité absolue, Catherine Coutel, députée de la Vienne, n'en voulait pas. Elle préférait un panachage des listes, mais elle reconnaît tout de même une avancée. Les Deux-Sèvres qui avaient 0 femme, elles se retrouvent avec la moitié de femmes. C'est quand même un choc culturel pour cette Assemblée. Aujourd'hui, on va être dans la deuxième phase, c'est-à-dire que les femmes à qui on a donné ce droit, par la loi, il faut qu'elles s'en emparent, qu'elles prennent le pouvoir vrai, c'est-à-dire celui où on décide, celui des exécutifs, celui où on prend des décisions, celui où on parle en public, etc. Mais on ne peut pas leur demander de franchir toutes les étapes d'un coup. Mais parfois, cette parité peut être un accélérateur politique, comme pour cette candidate UMP en pleine ascension. Ici, c'est souvent elle qui parle au nom du binôme. Je pense que c'est bien parce que c'est vrai que ça permet à des femmes d'émerger alors que ça aurait pu prendre beaucoup plus de temps. Il va falloir qu'on se forme, qu'on soit appuyé et qu'on ne grille pas les étapes. Reste cette question, quand sera-t-il du 3e tour, l'élection du président ou de la présidente du département? La parité disparaît, elle n'est plus obligatoire, la parité s'arrête encore là où le pouvoir commence. Je vous propose maintenant de retrouver Hélène Tonnelier de France 3 Nord-Pas-de-Calais pour de nouvelles informations concernant le département du Nord. Oui, c'est même 4 cantons sur tout le Pas-de-Calais, donc 8 futurs conseillers qui vont siéger au conseil départemental. Alors l'ambiance forcément est plutôt joyeuse ici, même si là on n'entend rien parce que les militants ont décidé de faire le silence autour de moi justement maintenant. Ils regardent leur téléphone pour avoir un petit peu les tendances, savoir s'il y aura d'autres cantons qui vont tomber. On parle notamment du canton de Lens, mais pour l'instant aucun résultat définitif. On parle également d'un canton où ce serait très serré et où le FN envisagerait un recours. En tout cas, pour l'instant, on attend un petit peu avant de faire la fête, de voir s'il y aura d'autres cantons qui vont tomber. Merci beaucoup Hélène Tonnelier. Et je vous propose maintenant d'écouter Marine Le Pen qui vient de prendre la parole. Le second tour enregistre une forte augmentation des scores pour notre mouvement. Le Front National s'installerait aux environs de 40%. Les candidats Front National et Rassemblement Bleu Marine recueillent en effet ce soir des scores pour la plupart en très nette progression par rapport à ceux enregistrés dimanche dernier. Le verdict des urnes est aujourd'hui sans appel. Le Parti socialiste est laminé, disparaît de la carte dans de très nombreux départements, tandis que le Front National et le Rassemblement Bleu Marine obtiennent des résultats exceptionnels un peu partout. Je ne demande pas à Manuel Valls de démissionner, car si l'on peut attendre des hommes d'État de partir avec honneur, les petits politiciens médiocres, eux, s'accrochent généralement malgré la sanction des urnes, incapables qu'ils sont de se mettre au niveau du peuple et de le respecter. Nous disposons désormais d'une multitude de relais locaux partout en France qui aideront aux victoires futures et notamment dans le cadre des élections régionales de décembre prochain. Marine Le Pen force le trait ce soir, volontairement. Oui, il y a au moins 2 choses qui sont très importantes dans cette déclaration. D'abord, tel un métronome, elle égrène la montée des eaux. On arrive à 40% désormais, c'est-à-dire, au fond, par là, elle indique que les résultats sont de mieux en mieux de son point de vue pour elle et augure au fond d'une victoire qu'elle attend, elle, pour 2017. Et puis l'autre élément, c'est évidemment le coup de griffe donné au Premier ministre qui semble indiquer qu'elle a perçu là une responsabilité importante dans la déception qu'elle ne peut pas cacher, celle de n'avoir pas pu, pour l'instant, avoir conquis 1 ou 2 départements, ce qui aurait été un magnifique trophée pour cette élection. Tout de suite, Grégoire, d'autres résultats?
Oui, Isabelle, des résultats qui continuent à affluer, qui nous permettent d'avoir une vision un peu plus globale sur les futures couleurs des assemblées départementales à venir. Je vous propose par exemple de partir en Franche-Comté avec cette fois-ci les territoires de Belfort. Ici, le Front National s'était qualifié dans 7 des 9 cantons la semaine dernière. Il arrivait même en tête dans 2 d'entre eux. La gauche n'arrivait en tête que dans un canton contre 6 pour la droite. Le président de l'Assemblée sortante, Yves Ackermann, estimait dimanche dernier que la gauche pouvait l'emporter si les Républicains se ressaisissaient, disait-il. La droite, elle, après avoir remporté la ville de Belfort au municipal de 2014, pouvait bien, reprendre le département. Eh bien, vous le voyez, le département donc, des territoires de Belfort bascule officiellement à droite ce soir. Autre résultat, cette fois-ci en Haute-Saône. Seul ce département promettait aujourd'hui un scénario à gauche, malgré de bons scores du Front National la semaine dernière. Les candidats socialistes étaient présents au second tour dans 16 des 17 cantons. Yves Crattinger, le président socialiste sortant du Conseil général, avait fait appel dès dimanche soir à l'esprit républicain pour contrer la vague marine. On imagine mal la gauche perdre ce bastion. Le département de la Haute-Saône est détenu par la gauche depuis 1998. Et bien vous le voyez, sans grande surprise, la gauche reste donc majoritaire dans ce département. Merci Grégoire. Je voudrais qu'on revienne sur le territoire de Belfort qui est quand même un symbole de la gauche. Oui, volontiers. On sait que ce territoire avait été emblématisé par la figure de Jean-Pierre Chevènement, le leader de l'ancien CRS, courant du Parti socialiste, puis du mouvement des rassemblements des Républicains. C'est un scrutin qui, au fond, n'est pas vraiment surprenant. Au soir du premier tour, l'UMP était arrivé en tête dans 6 des 9 cantons comprend ce territoire. Et la figure de Damien Mello avait été en quelque sorte le point de convergence de toute une série de nouvelles attentes, de renouvellement, d'expériences politiques nouvelles. Et de ce point de vue, l'UMP réussit et transforme même l'essai ce soir. Nous nous dirigeons en Languedoc-Roussillon pour retrouver Frédéric Porret qui nous fait le point sur la situation en Avignon. Alors écoutez, la vague bleu marine semble être contenue en Vaucluse, puisque à Sorgues, Thierry Lagneau, UMP, retrouve son fauteuil de conseiller général avec 51,55% des voix contre 48,55% à Xavier Magnin, FN. Dans le canton de l'Isle-sur-la-Sorgue, l'UMP, Pierre Gonzalves est en passe de l'emporter face à Jean-Marie Congiano, FN. Et à Cavaillon, pareil, c'est Jean-Baptiste Blanc, l'UMP, qui est en passe d'être réélu face à une personnalité du Front National, Thibault de la Tauquenée. Selon ces premiers résultats de départ Frédéric Porret ce soir, en tout cas le Vaucluse, s'il y avait un département à gagner, le Vaucluse, ce ne serait pas celui-là. Oui, ce sera une immense déception pour le Front National et pour Marine Le Pen en particulier, car c'était évidemment le département de toutes les espérances. C'est un département dans lequel le Front National avait passé alliance avec la microscopique Ligue du Sud, mais enfin qui était puissante dans au moins 2 cantons, on le sait tout, le clan Bompard qui est à l'arrière-plan. Elle avait été jusqu'à concéder, se retirer par exemple d'une circonscription, d'un canton, et tout cela au fond ne lui aura pas permis de marquer véritablement suffisamment le corps électoral pour l'emporter ici. Ce ne sera pas de beaucoup, il va lui remanquer très peu de choses, mais tout de même c'est une déception. Nous allons écouter maintenant Jean-Luc Mélenchon qui propose de se rassembler. Notre pays est menacé de dislocation. Mais il ne suffit pas de critiquer. Il faut ouvrir un nouveau chemin. Il faut refonder notre République. Je lance un appel. Vous autres, ne vous résignez pas. Ne laissez pas Hollande et Valls réduire la belle idée progressiste de gauche à néant. En décembre prochain, nous serons appelés une nouvelle fois aux urnes. Offrons à notre peuple une nouvelle alliance populaire, crédible, indépendante de ce gouvernement avec qui rien n'est possible. Alors, proposer aux électeurs une nouvelle alliance populaire. Oui, parmi les désavantages de l'expression tripartisme, eh bien voilà, on en oublierait presque qu'il y avait un quatrième pôle dans ce nouvel échiquier partisan qui est celui de la gauche non socialiste et en particulier celle animée par Jean-Luc Mélenchon. Et cet appel évidemment montre bien que ça y est, les couteaux sont tirés, il va falloir à nouveau débattre de la ligne politique suivie et donc de la possibilité de surmonter la désunion qui a été l'une des grandes caractéristiques de ce scrutin au premier tour, la désunion, car on le sait, le Parti socialiste ne pourra pas à lui tout seul affronter les régionales et encore moins les présidentielles et législatives de 2017. Il va falloir là aussi un contrat de rassemblement. Évidemment, qui va écrire ce contrat? Monsieur Mélenchon est prêt à le faire. Vanessa Fils sur les réseaux sociaux.
Oui, Emmanuel Valls, vous vous en doutez, dans son discours tout à l'heure, n'a pas convaincu tout le monde sur les réseaux sociaux. Voici une première réaction, un certain Nicolas qui nous dit « J'ai entendu le message des Français », donc ça c'est Emmanuel Valls qui le disait, « J'ai entendu le message des Français et mon gouvernement continuera d'y répondre ». L'internaute rajoute « Donc tu n'as pas entendu le message des Français ». Un autre message, cette fois-ci signé du rédacteur en chef du Monde, « Pas de changement de cap », comme disait Emmanuel Valls. Voilà en résumé ce que dit Valls après la défaite de la gauche ce soir. Un dessin humoristique pour commenter les 51% d'abstention. Monsieur le Président, les abstentionnistes vous ont envoyé un message. Oui, je l'ai vu, mais il est vide. Et puis, pour analyser également le rapport droite-gauche, donc parce qu'ils trouvent Hollande et Valls pas assez à gauche, les Français vont voter pour la droite. Voilà quelques analyses directement issues des réseaux sociaux. Merci beaucoup Vanessa Fize. Et nous partons en Corrèze, le département des présidents, Jacques Chirac, François Hollande. On savait que la Corrèze, très endettée, pouvait très bien échapper à la gauche. Et Mathilde Brazo va sans doute nous confirmer cette information puisque la gauche ne remporte que 6 cantons ce soir. On l'écoute. Oui, je vous confirme que Corrèze demain s'est imposé dans 13 des 19 cantons. Donc le Parti socialiste ne conserve que 6 cantons sur 19. Donc c'est un véritable revers ici pour le Parti socialiste en Corrèze. Donc les cantons remportés par la gauche sont le canton de Tulle, de Naves, de Sainte-Fortunade, d'Alassac, d'Issennon et de Brivin. Et donc les listes, enfin les candidats qui étaient partis sous la bannière Corrèze demain, donc des candidats UMP et UDI, se sont donc imposés dans 13 cantons, 4 dès le premier tour et 9 ce soir. Donc ils ont notamment souffert aussi d'une division de la gauche puisque le Rassemblement pour une alternative à gauche n'avait pas très clairement appelé à un report des voix en leur faveur. Et donc encore une fois ici c'est un sérieux revers pour le Parti socialiste. On attend d'un instant à l'autre Pascal Coste qui est donc normalement le futur président du Conseil général. Il devrait arriver d'un instant à l'autre accompagné de plusieurs candidats, notamment de Bernadette Chirac qui était suppléante et qui est suppléante donc dans le canton de Brive 2 puisque dans ce canton également c'est la droite qui l'a emporté ce soir. Merci beaucoup Mathilde Brazo. Un commentaire sur cette Corrèze qui plaît tant au président. Il était venu 2 fois faire campagne exprès avant le premier tour de cette élection départementale. Il était resté tout le week-end en Corrèze. On l'avait vu, c'était largement médiatisé, ça n'a pas fonctionné. Oui, tous les commentateurs vont évidemment se précipiter pour signaler l'importance de ce département. On le sait, c'était un département dans lequel François Hollande avait eu un rôle majeur. Il avait présidé cette instance de 2008 à 2012. Gérard Bonnet, son successeur, n'a pas pu préserver ce fief. Ça s'était déjà passé à 1 ou 2 sièges en 2008-2011 près, ça avait été très juste. Et là, évidemment, au soir du premier tour, on s'attendait à ce que le département bascule. D'abord parce que la droite avait fait un très bon score, elle avait réalisé 35%, soit 4 points de plus que le Parti socialiste. Et puis aussi parce que dans 14 sur 19 cantons, elle était arrivée en tête. Donc tout était prêt pour une bascule ce soir. Elle est effective. Tout de suite, Grégoire, d'autres résultats ? Isabelle, les résultats donc, qui continuent à arriver. Je vous en communique 2 rapidement et je vous propose de partir tout de suite dans Midi-Pyrénées. Nous allons aller dans le Tarn où cette semaine se jouait une bataille indécise dont l'issue devait dépendre de 5 cantons entre la gauche, emmenée par le président socialiste du Conseil général Thierry Carcenac, grand défenseur du projet de barrage de Sivens, et la droite, conduite par Philippe Folliot de l'UDI. Alors logiquement, la droite devait bien sortir gagnante et nous allons voir que dans ce canton-là, sans grande surprise pour l'instant, ce sont les candidats socialistes qui ont été élus. Il s'agit bien sûr d'un résultat pour un canton du Tarn. Autre résultat, mais cette fois-ci pour l'Assemblée départementale dans l'Eure. La division à gauche a fait des ravages la semaine dernière au premier tour des élections dans l'Eure. Normalement, il devait faire basculer ce département à droite et sans surprise, vous le voyez, avec la projection donc de l'Assemblée départementale, la droite l'emporte donc dans l'Eure ce soir. Merci à vous Grégoire. Les premiers enseignements de cette première partie de cette soirée, Olivier, la Corrèze battue, la Corrèze bascule à droite, c'était prévu mais là on vient d'avoir une confirmation. Oui, quelques départements bastions du Parti socialiste tombent. De manière générale, d'ailleurs, la défaite est là, lourde. Elle prend la suite de toute une série d'autres défaites depuis 2012, qu'il s'agisse de législatives partielles, des sénatoriales, des municipales. On voit bien que ce scrutin départemental va être dans les mêmes eaux. Alors peut-être pas avec la même intensité, on en a parlé, mais tout de même celle de la défaite du
parti majoritaire et de la coalition qui l'accompagnait. Alors selon le journal Le Monde, ce soir, l'Allier et le Nord aussi basculeraient à droite. Et voilà, donc c'est confirmation que ce soir la vague bleue est véritablement très haute et emporte tout sur son passage. Les Côtes d'Armor aussi. Les Côtes d'Armor également, donc vous voyez, les symboles tombent les uns après les autres. Je vous rappelle très rapidement le chiffre de l'abstention, 49,8%, c'est important. Tout à fait, c'est un des éléments clés, hein. On l'a dit, certes, c'est moins grave que si c'était pire, disais-je, au premier tour. Oui, on est dans ce cas de figure, tout dépend de ce à quoi on mesure ou ce par rapport à quoi on mesure. C'est un score qui est tout de même l'aveu, au fond, d'une démocratie, en particulier locale, qui se grippe. Et les estimations des départements par parti, on vient de le voir. Voilà, là aussi, je vous parlais de vague bleue, on le voit très clairement. Hein. Si l'étiage n'est pas celui de 1992, c'est-à-dire d'un moment historique où la gauche c'est moins important, avait été vraiment dans son plancher en termes de résultats, c'est tout de même une sévère défaite pour le parti au pouvoir. Merci Olivier. On vous retrouve dans un quart d'heure après la rédaction nationale, à 21h15 exactement, pour la suite de cette soirée départementale 2015, second tour. Merci à vous de votre fidélité.